On va... Ouais, ouais, je veux bien. On va pouvoir commencer si vous voulez bien. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Et bonjour, est-ce que je peux récupérer votre attention? Merci. Bonjour et bienvenue pour ces journées de la conservation-restauration en archéologie. Avant de vous donner des petits rappels sécurité, organisation et tout ça, je vais laisser la parole à notre élue, Madame Poiroux, qui va introduire ces journées. Ouais. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au musée d'Aubrey à l'occasion des journées de conservation en archéologie. Je crois que la dernière édition remonte à 2018 et donc nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui à cette nouvelle édition. Je tiens donc à remercier chaleureusement le comité scientifique, la DRAC des Pays de la Loire, le ministère de la Culture, la Fédération française de conservateurs-restaurateurs et l'ensemble des agents de Grand Patrimoine Loire-Atlantique. On a pu apercevoir la directrice, donc Julie Pellegrin. Merci à elle, merci à... La voilà. Donc merci à Julie, merci à ses équipes du musée d'Aubrey et un grand merci tout spécial au laboratoire Arc-Antique. Voilà, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour la mise en place et la mise en œuvre et la valorisation de ces journées importantes. Le 18 mai 2024, après 13 ans de fermeture, qui a privé le public de ces merveilleuses collections, le musée d'Aubrey a enfin réouvert ses portes pour le plus grand plaisir des visiteurs. Permettre la renaissance d'un musée, de nos jours, est un acte politique fort. Surtout par les temps qui courent, avec les départements qui sont en forte difficulté budgétaire. Je salue l'engagement de mes prédécesseurs de ne pas avoir abandonné ce magnifique musée, ce magnifique site pour le réouvrir aux visiteurs. Nous avons souhaité un lieu ouvert à un large public. Les aménagements, la scénographie ont été particulièrement pensés pour permettre aux visiteurs de voyager à travers les collections avec pour unique bagage sa curiosité. Mais avant l'exposition des objets, le public, je pense, n'imagine pas l'énorme travail pluridisciplinaire qu'il a fallu réaliser en coulisses. La rencontre des œuvres nécessite un important travail invisible pour le visiteur, un travail de recherche, d'analyse, de préservation, et je pense que c'est l'objet de votre rencontre aujourd'hui. Et je pense en particulier, ce travail est important pour les objets issus des fouilles archéologiques. Il y a une urgence à ce que l'expertise se fasse très vite pour éviter des dommages irréparables quand ils sortent de terre. Et on a de la chance ici, puisque au département, nous avons un service archéo qui peut tout de suite se diriger vers le laboratoire Arc-Antique pour faire le travail de première urgence. La notion de fouille au musée, donc c'est le mantra de Grand Patrimoine Atlantique, a pris tout son sens avec le département qui s'est fortement mobilisé pour que le laboratoire public Arc-Antique puisse continuer ses missions et intégrer Grand Patrimoine Loire-Atlantique. Son travail d'expertise est reconnu et je pense qu'on peut les applaudir pour leur travail. Je sais qu'ils sont devant leur père et c'est toujours important d'applaudir chacun et chacune.
Au département de Loire-Atlantique, nous sommes particulièrement fiers de leur travail et je ne cesse de le citer au fur et à mesure des réunions que je peux avoir avec mes collègues et lors des sessions budgétaires qui vont venir la semaine prochaine. Et nous sommes particulièrement fiers d'une actualité récente. Et je veux citer la magnifique restauration du Grand Vishnou qui lui a été confiée par le musée Guimet. Preuve qu'expertise et service public savent très bien se conjuguer. Pour conclure, je vous souhaite 2 très belles journées au musée d'Aubrey, qui j'espère seront source d'inspiration pour vos travaux. Bienvenue au musée d'Aubrey. Merci beaucoup, Madame Foiroux. Encore bienvenue à toutes et tous. Moi, je vais reprendre la parole, juste 2 mots pour faire du lien avec la dernière journée qui s'est déroulée sur la journée des restaurateurs en archéologie à Nantes. C'était en 2011. Et depuis, il s'est passé quand même un changement très important et structurel pour le laboratoire, c'est qu'on a intégré le département et donc on a intégré cette grande direction où il y a le musée d'Aubrey et on a participé à la préparation des collections pour ce musée. Et c'est pour ça qu'on a proposé cette thématique de communication aujourd'hui. On avait envie de vous entendre sur la question de l'objet exposé, sur la question du lien que vous faites soit avec les professionnels du patrimoine, dans le cadre de projets qui sont co-construits, dans le cadre de projets que vous récupérez parfois en conservation-restauration. On avait envie de réfléchir ensemble sur cette thématique et on a essayé d'aborder avec le comité scientifique de sélectionner des communications qui abordent l'objet archéologique dans toutes ses dimensions architecturales et tous ses matériaux et toutes ses époques, puisqu'on va de l'époque de l'âge du bronze aux époques les plus contemporaines. Donc on espère que vous allez vous régaler, on espère que vous aurez plein de questions à partager évidemment. Il y a le chat est ouvert pour les personnes qui sont en ligne et donc on pourra aussi prendre les questions qui sont en ligne. Je vous ai envoyé un petit message avec pas mal de règles et de rappels de sécurité. Je suis sûre que tout le monde l'a lu, mais quand même, je vais faire un tout petit rappel. Alors, si vous avez des questions, c'est facile. C'est les personnes avec le rouge, là, autour du cou, qui pourront répondre à vos questions d'organisation ou de mise en œuvre. Si vous avez envie de fumer, c'est autorisé en dehors des espaces du musée. Donc il faut sortir un peu du jardin pour pouvoir fumer, mais il n'y a pas de problème, c'est autorisé. Pour boire des cafés, ça sera au niveau de la mezzanine, hein, vous aurez un espace pour le repas, pour le café qui vous sera entièrement dédié, mais les boissons ne sont pas autorisées ici dans l'auditorium ou après dans le musée, enfin très classiquement, on n'a rien inventé. Et puis il y avait la question des ateliers. Alors vous avez été nombreuses et nombreux à vouloir faire les 3 ateliers qui étaient proposés. Malheureusement, ce n'est pas possible, c'est un seul atelier parce qu'ils ont lieu en même temps. Alors sauf si vous arrivez à vous dédoubler, mais sinon c'est pas possible. Donc normalement sur vos badges, vous avez la confirmation des ateliers auxquels vous êtes inscrites. Et si jamais c'est pas le bon atelier, si jamais vous n'aviez pas vu qu'il y avait des ateliers, il y a des places qui sont disponibles. Donc je vous rappelle les 3 thématiques. La première thématique, c'est la découverte des collections du musée d'Aubrey de l'exposition permanente. La deuxième thématique, c'est l'utilisation de la PXRF avec Charlène Pellemediani qui va vous présenter un peu cet outil d'analyse, ses limites et l'intérêt de son utilisation avec des échantillons qu'elle a préparés. Et puis le 3e atelier, c'est un atelier sur l'imagerie macroscopique. Et puis du coup une entreprise qui vient présenter un outil de visualisation avec des systèmes Bon, je n'ai pas exactement le détail de l'atelier, mais c'est très intéressant aussi.
Vous rappelez aussi qu'on peut vous donner une attestation de présence si vous avez besoin pour vos employeurs. C'est quelque chose qu'on peut faire. Et enfin, remercier aussi toute l'équipe du comité scientifique parce qu'en fait, on vous accueille ici évidemment, mais on n'a pas travaillé tout seul. On a travaillé avec Sylvia Pine, avec Clotilde Proust, avec Julie Touzeau, avec Marjorie Makeda qui ont été là et présentes depuis presque un an maintenant qu'on prépare ces journées. Donc vous pouvez venir, hein, vous cachez là. Mais si, vous pouvez venir aussi. Mais si. J'ai dit vous pouvez, mais quand même. Voilà. Merci. Et voilà. Sylvia est pas là, mais bon, elle va arriver. Et donc, c'est aussi grâce à ce travail d'équipe qu'on a réussi à produire ces journées aujourd'hui. Donc, merci à elle. Voilà. Et puis maintenant, je vais arrêter de parler. J'ai laissé la place à notre premier modérateur de la matinée, Fabien Briand, qui est archéologue du bâti au département de Loire-Atlantique et qui va être donc le modérateur de la partie sur l'architecture et l'archéologie, en quelque sorte. Merci Jeanne. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'expliquait Jeanne, je vais m'occuper de l'animation de cette ma première matinée qui abordera le thème exposer le grand et transmettre. Donc, je vous rappelle aussi d'un point de vue organisationnel que les interventions vont s'enchaîner et il y aura un temps de questions dédié par la suite. Donc, merci de conserver vos questions pour ce temps dédié. Je rappelle également, enfin je vous informe que la présentation qui devait avoir lieu à midi n'aura pas lieu, la personne étant absente, donc ce qui nous laissera un petit peu plus de temps ce matin pour échanger toutes et tous. Tout de suite, je vais laisser la parole donc à Marion Hay et Mathieu Souche qui vont nous présenter leurs travaux sur la mosaïque des saisons à Saint-Romain-Ingalls. Bonjour à tous. Alors pour présenter rapidement le musée défilement. N'arrive pas à faire ça. Pour présenter rapidement le musée site gallo-romain de Saint-Romain-en-Galles. Donc vous avez ici quelques chiffres qui sont présentés sur cette diapo. Le musée est un musée du département du Rhône qui est situé à une trentaine de kilomètres au sud de Lyon, sur la rive droite du fleuve Rhône, en face de la ville de Vienne. Le site qui est géré par le musée présente des vestiges d'un quartier de Vienna, donc la ville antique de Vienne, et les collections présentées sont issues principalement de ce site ou des découvertes qui ont été faites à Vienne ou dans les communes limitrophes. Le musée présente actuellement une exposition temporaire qui s'intitule Saison romaine et qui a pour objet de présenter la mosaïque des saisons. Donc mosaïque des saisons qui est une découverte fortuite. C'est une mosaïque qui a été découverte en 1890 sur ce qui deviendra, dans une parcelle de ce qui deviendra le site archéologique de Saint-Romain. Découverte fortuite qui est effectuée par quelqu'un qui travaille sa terre, par Monsieur Barou, qui travaille sa parcelle et qui rapidement perçoit l'intérêt de cette mosaïque. Donc il prévient, il fait appel au conservateur du musée de Vienne, qui lui-même prend contact avec le conservateur, avec Monsieur Hénon, le conservateur du musée du Louvre. Et très rapidement, dès 1892, le Louvre se porte acquéreur de cette mosaïque pour la présenter dans la salle des prisonniers barbares au Louvre. En 1935, cette mosaïque est mise en dépôt par le Louvre au musée d'archéologie nationale. Le Louvre, c'est une période où le Louvre acquiert un certain nombre de mosaïques qui proviennent notamment de la partie orientale de l'Empire romain. Et donc, ils se déchargent d'une partie de leur collection et donc ils mettent cette mosaïque en dépôt au musée d'archéologie nationale.
Elle a une petite histoire au sein du musée d'archéologie nationale, puisqu'en 1964, elle est déplacée une troisième fois pour être montée d'un étage. Et donc, c'est une troisième dépose et une troisième restauration qui intervient sur ce pavement. En 2021, dans le cadre d'un programme de rénovation de ces salles permanentes, le MAN lance un appel d'offres pour la restauration de ce pavement, donc pour sa dépose et sa restauration. Et cet appel d'offres est remporté par l'atelier de restauration de mosaïques et d'enduit peint du musée de Saint-Romain-en-Galles. Dès le début de cette restauration, un partenariat est engagé avec le MAN, entre le département, au travers du musée et le musée d'archéologie nationale pour, prévoir une exposition temporaire qui permettra de présenter pour la première fois, à Saint-Romain, ce pavement. Et très rapidement, un comité d'experts est mis en place pour effectuer la relecture de cette mosaïque suite à la restauration, qui permettra d'apporter des éléments par rapport à cette nouvelle étude. L'atelier de restauration de mosaïques et d'enduit peint est un service du musée de Saint-Romain-en-Galles depuis 2015. C'est une équipe de 6 personnes, dont 5 restaurateurs, un vaste atelier de 1200 mètres carrés spécifiquement conçu et équipé pour la restauration des mosaïques. On y a acquis une longue pratique dans le domaine des travaux de dérestauration de mosaïques anciennement restaurées, ainsi que tout l'équipement nécessaire à l'enlèvement sans dommage des différents types de supports utilisés au XIXe et XXe siècle, notamment les bétons. De même, pour nettoyer les surfaces de ces pavements, qui sont souvent très modifiés par des traitements drastiques, voire irréversibles, comme le ponçage mécanique, mais aussi d'autres interventions, des réintégrations, des déploiements, l'application de couches de cire. Fort de cette expérience, d'emblée, les effectifs de l'équipe ont été augmentés pour cette opération, avec le renfort de conservatrices restauratrices diplômées ou en cours de formation. Si la dépose n'a duré que 10 jours avec 5 personnes au travail, les phases suivantes concernant le support et la surface de la mosaïque ont duré en tout plus de 15 mois, avec en moyenne 8 personnes au travail. Le principal objectif, après enlèvement du béton, c'était le remontage sur des panneaux légers et résistants et de dimensions restreintes afin de faciliter les futurs déplacements et remontages de la mosaïque. Deuxième objectif important, le nettoyage très poussé de la surface afin d'essayer de lui redonner plus de lisibilité, sa richesse polychrome et sa matière minérale, qui était très occultée, amoindrie par les traitements anciens et répétés. Les travaux ont aussi donné une opportunité pertinente d'étudier l'œuvre sous toutes ses faces et de compléter nos connaissances des techniques des restaurations anciennes. Euh, Très rapidement, au moment de l'organisation de l'exposition, donc quand le souhait d'une exposition, de préparer une exposition a vu le jour, un comité d'experts donc a été mis en place pour la relecture de ce pavement et il a été étoffé dans le cadre du comité scientifique de l'exposition. Donc vous avez 14 experts qui sont intervenus dans des disciplines assez variées, telles que l'étude de la mosaïque, l'étude de l'outillage antique, l'archéobotanique ou encore les textes antiques. Dans le cadre de la préparation au musée, lorsque nous concevons une exposition, nous mettons en place une équipe projet qui est composée de différents agents du musée. Donc vous avez ici la liste. Les objectifs qui ont été définis dès le départ pour cette exposition, c'était tout d'abord de présenter la mosaïque des saisons pour la première fois sur son lieu de découverte. C'est également de présenter cette mosaïque au sein de la collection, au sein du parcours permanent, et non pas dans la salle d'exposition temporaire,
de manière à la mettre en regard de la collection du musée, notamment des autres mosaïques qui sont présentées au sein du parcours permanent. C'était également l'objectif, un des objectifs était également de présenter le travail des restaurateurs et les apports que la restauration ont apportés pour une meilleure compréhension du pavement. Heu, L'objectif était également de lancer une nouvelle étude donc pour la préparation de cette exposition et des publications qui l'ont accompagnée, de proposer une médiation polysensorielle permettant de rendre assez accessible ce pavement à l'ensemble des publics et notamment les publics en situation de handicap. Et enfin, c'était correspondre, essayer d'intégrer des enjeux qui sont développés dans le projet scientifique et culturel du musée, tels que la relation entre l'homme et la nature, la littérature antique ou encore des thématiques dédiées au vin, par exemple, notamment pour faire le lien avec une activité qui est assez développée au musée, qui est l'archéologie expérimentale. Donc cette exposition, elle a été installée, au sein de la collection permanente, je le disais, sur une mezzanine qui, surplombe la collection, du musée, et qui, permet d'avoir qui à l'origine était un espace qui était prévu pour la contemplation, des collections qui se trouvent en dessous et notamment des mosaïques qui sont présentées, au sol. Cette présentation sur la mezzanine permettait vraiment la mise en regard de cette, mosaïque avec le reste de la collection du musée. 5 grandes sections, ont été, définies, au moment de la rédaction du synopsis. Alors vous en avez 4 qui sont présentées ici, en photo. La première en haut à gauche, qui est l'introduction, qui est composée notamment avec ce tapis, qui est posé au sol, sur lequel le public peut marcher et qui est en fait le, seul endroit où le public a une vision globale, de la mosaïque, heu le seul endroit où le public peut apprécier l'organisation, du pavement tel qu'on pouvait, le voir dans l'Antiquité. Heu, la seconde section, qui s'intitule «L'histoire mouvementée d'une mosaïque», qui est en fait composée d'une grande, double frise, qui, présente à la fois l'histoire du site archéologique de Saint-Romain-en-Galles et l'histoire, de la mosaïque, donc une grande frise chronologique. La troisième pardon, section, au fil des saisons, qui, donc en bas à gauche, la diapo en bas à gauche, qui présente, la mosaïque, panneau par panneau, de manière, verticale. Donc, les panneaux, qui correspondent aux panneaux qui ont été, réalisés, au moment de la restauration. Donc de manière verticale, et avec une organisation assez systématique puisque, pour chaque saison, donc on a une présentation saison par saison avec à chaque entrée de saison, le premier panneau qui est, l'allégorie de la saison. Donc vous voyez, sur la photo en bas à gauche, à droite de la photo, un personnage juché sur un lion, donc c'est l'allégorie de l'été ici. Et ensuite se déroulent les différentes scènes qui accompagnent, les saisons, donc que ce soit des scènes, agricoles ou, des scènes, religieuses. La quatrième section qui s'intitule «Les coulisses d'une restauration», donc la photo en bas à droite, qui, dans une, présentation, une scénographie complètement différente, présente les travaux menés par l'atelier au moment de la restauration de la mosaïque, avec, donc une scénographie qui, se veut un peu plus, atelier, avec des plateaux de bois posés sur des tréteaux et ce système de tasseaux qui essaie d'évoquer un peu un espace, atelier.
Et puis enfin, dernière section, un film immersif qui reprend en fait l'histoire de la mosaïque et qui surtout, dans une deuxième partie, anime les scènes, certaines scènes de la mosaïque de manière à permettre une meilleure compréhension des gestes notamment qui sont présentés sur ces pavements. L'exposition, donc différents dispositifs muséographiques ont été développés dans cette exposition de manière à ajouter, à apporter d'autres médias que le texte, les panneaux de salle, par exemple. Donc, un certain nombre de dispositifs, des dispositifs sonores, puisqu'à l'entrée de chaque section, on a la diffusion continue d'un fond d'ambiance qui immerge le visiteur dans la saison concernée. Et puis, certains dispositifs sonores qui, par activation d'un bouton, permettent d'illustrer certains panneaux. On a comme ça, par exemple, le panneau du foulage des raisins qui est illustré par le son du pas des fouleurs dans la cuve de foulage et du son de l'aolos, la flûte qui accompagne le mouvement de ces fouleurs. Des dispositifs olfactifs également qui permettent là encore d'illustrer ces panneaux. On voit en haut à droite un personnage qui est en train de sentir l'odeur du pain qui sort du four et qui se trouve à proximité du panneau représentant la cuisson du pain. Euh, Plusieurs dispositifs enfin plusieurs manipulations sont possibles. On a au milieu en bas la photo d'un dispositif en lien avec les céréales où le public peut regarder les grains de céréales et en soulevant les petites trappes qu'on voit en bas à droite, à gauche, pardon, soulever la trappe et voir l'intérieur voir les épis de blé qui sont présentés et une explication qui permet de mieux comprendre l'utilisation de telle ou telle céréale dans l'Antiquité. Enfin, des dispositifs audiovisuels qui permettent là encore d'illustrer ces panneaux. Alors, on a ici en bas à gauche la photo d'un dispositif qui présente une restitution numérique des couleurs de la mosaïque, puisque la mosaïque a subi un incendie dans l'Antiquité, enfin la domus dans laquelle se trouvait la mosaïque a subi un incendie, et les couleurs des tesselles ont été altérées par cet incendie. Et donc, on a essayé, en collaboration avec les restaurateurs de l'atelier, de reconstituer numériquement les couleurs de ce pavement. Et puis un dernier dispositif, alors que j'ai mis ici, ce sont des citations latines qui viennent ponctuer le parcours de l'exposition. Donc on a travaillé avec une spécialiste des textes anciens, des textes antiques. Et donc ici, vous avez une citation concernant le printemps, où on explique que le printemps débute au moment où la constellation du Taureau apparaît dans le ciel. Et alors je n'ai pas mis de photo, je m'en excuse, mais l'allégorie du printemps est représentée par un personnage juché sur un taureau. Je ne m'attarderai pas sur cette diapo, mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de prestataires extérieurs avec qui nous avons travaillé pour la réalisation de cette exposition. Et ça va du scénographe à l'électricien, en passant par le concepteur de son, d'odeur ou de vidéo. Avec tous ces objectifs et tous ces partenaires, les prestations des conservateurs-restaurateurs se sont vite diversifiées au fur et à mesure des travaux de préparation de l'exposition. Il s'agissait aussi bien d'apporter des solutions techniques, de concevoir des dispositifs, d'organiser les différents types d'enregistrements, de collaborer efficacement avec tous les partenaires.
Toutes ces heures de travail hors travaux de restauration ont été difficiles à comptabiliser pour nous parce qu'elles sont effectuées dans un rythme qui est différent de notre activité habituelle. On n'était pas dans une succession d'opérations de restauration programmées, on était plutôt dans une interaction non programmée avec les autres services et partenaires selon leurs besoins, selon leurs questions. L'estimation est approximative, mais certainement au-delà de 600 heures de travail. En effet, notre implication s'est effectuée à plusieurs niveaux. Le restaurateur a travaillé comme un collaborateur à part entière et même un concepteur pour la séquence Les coulisses d'une restauration. Le restaurateur est devenu réalisateur des objectifs de l'exposition et de plusieurs dispositifs, mais aussi un médiateur saisissant cette opportunité exceptionnelle d'expression et de transmission vers le public sur nos travaux. C'était un défi aussi parce que si on sait faire visiter l'atelier, communiquer sur nos travaux de restauration, exposer la restauration est une toute autre question. Comment vivre l'expérience de la restauration aux visiteurs? Par quel dispositif? En plus, on avait la volonté de construire une narration qui ne soit pas que le descriptif des opérations techniques. On voulait aussi partager les observations, les ajustements nécessaires du protocole de restauration spécifique à cette mosaïque et montrer ce qui n'est pas visible une fois l'œuvre restaurée et exposée. Pour cela, on a utilisé plusieurs moyens de médiation, un time-lapse pour la dépose, le film sur les principales opérations de restauration tournées à l'atelier, les interviews, les visites, les articles et les présentations publiques. Mais on voulait aussi trouver d'autres dispositifs de médiation, interaction avec le public qui opèrent moins avec le support d'une explication, mais plus la découverte en autonomie par la sensation tactile notamment. C'est le cas de ce dispositif qui va montrer 4 états de surface de mosaïque différents. En un, des tesselles brutes de taille, sans autre traitement. En deux, les mêmes tesselles mais brûlées, avec la modification irréversible des couleurs. En trois, les mêmes tesselles brûlées, poncées, jointoyées et cirées. Une surface proche de celle que nous avons découverte sur la mosaïque des saisons avant intervention. Enfin, ce qu'on pourrait trouver suite à une opération de fouille en 4, c'est-à-dire une surface modifiée, mais seulement par l'usure et les conditions d'enfouissement. Autre dispositif tactile, la présentation de ce fragment du revers d'une mosaïque avec les restes de mortier antique que l'on voit plutôt à gauche, et puis le revers visible des tesselles qui donne une image inversée de celle que l'on peut voir côté face. S'autoriser à présenter et à faire toucher un fragment de mosaïque antique constituait pour nous un défi. Et on avait décidé en concertation avec la directrice du musée, Émilie Alonso, que si nous venions à observer une dégradation, ce dispositif serait placé sous une vitrine. 1 an et demi après l'inauguration, il n'en est rien. Le dispositif est donc maintenu tel quel. On voulait aussi trouver d'autres moyens de faire comprendre, notamment aux plus jeunes et sous une forme plus ludique, les enjeux de la restauration. L'intérêt du découpage de la mosaïque en plusieurs panneaux, par exemple, avec ce puzzle, dont les pièces reproduisent exactement la découpe actuelle des panneaux, et qui va permettre aux visiteurs de reconstituer avec les 16 panneaux en main la mosaïque dans son entièreté et surtout dans sa composition d'origine, centrée autour des 4 saisons en position centrale. Donc c'est ce plan de découpe qui a permis de présenter tous les panneaux avec les scènes représentées dans le bon sens de lecture pour le visiteur. La restauration a donc donné des possibilités inédites de mobilité et de présentation à cette mosaïque. Un autre moyen de perception très immédiate, la présentation de 2 échantillons de support de même volume, l'ancien en béton et le nouveau en inabeille, en proposant de supposer les deux pour faire comprendre qu'on a procédé à un allègement considérable du support. À côté de ces dispositifs, on a voulu proposer un autre niveau de connaissance grâce aux applications dans les tablettes tactiles. Un niveau de connaissance plus fine de la mosaïque et des éléments qui la composent, en faisant percevoir par exemple la différence entre une tesselle en pâte de verre moderne et une tesselle en pâte de verre antique sous la forme d'un quiz. En effet, des cubes modernes ont été introduits dans la mosaïque pour remplacer des cubes antiques qui avaient disparu ou qui ont été estimés trop dégradés par les restaurateurs des 19e et 20e siècles, restaurateurs qui étaient avant tout des mosaïstes. Et c'est par une observation attentive, par le biais de plusieurs questions, qu'on va pouvoir les reconnaître avec leur surface brillante, leurs arêtes vives, l'absence d'opacité par exemple. Une autre tablette permet d'accéder au niveau de connaissance le plus complexe à présenter.
celui concernant les différentes restaurations qui ont eu lieu successivement à 3 reprises avant la nôtre et de faire entrer dans le domaine de l'histoire de la restauration, en donnant le nom des entreprises, les procédures mises en œuvre et en les mettant en lien avec une époque donnée. Pouvoir montrer ces réinterventions modernes qui font partie de l'histoire de l'œuvre constituait pour nous un point fort, parce que c'est quelque chose qui est le plus souvent passé sous silence. Quand on restaure une mosaïque et qu'on garde incluses des restaurations modernes, il n'y a rien qui permette aux visiteurs de déceler ces différentes zones de restauration et de les distinguer des parties d'origine. Autre point fort, exposer un revers de mosaïque parce que jamais exposé auparavant, et que cela permettait d'offrir une découverte de cette face cachée que d'habitude seul le conservateur-restaurateur peut observer. En profiter pour expliquer l'intérêt de cette étape, pour rechercher des indices de fabrication, comme les tracés préparatoires, ou des signes de réintervention moderne qui sont toujours plus lisibles côté revers. Troisième point fort, faire éprouver les changements provoqués par la restauration dans la progression du nettoyage, par exemple. Tout ce que ça peut révéler du point de vue des couleurs, de la matière, des lignes de construction, en fait tout ce qui fait la spécificité de l'art de la mosaïque, et en même temps rappeler l'état avant intervention que tout le monde oublie très vite en général. Dernier point, le plus important, donner à voir cette mosaïque avec la possibilité d'une vision très rapprochée, exposer le grand oui, mais dans une version fractionnée permettant de voir le très petit. C'est aussi une tentative pour essayer de s'approcher de la perception que pouvaient avoir les propriétaires des villas, les commanditaires de ces mosaïques, qui, eux, pouvaient marcher sur ces images tout en les regardant de très près. Et c'est particulièrement intéressant pour une mosaïque de ce type, qui présente 25 petites scènes de travaux agricoles ou de rites, des scènes de la vie quotidienne rarement représentées sur les mosaïques et qui vont raconter une activité avec des petits détails. Dans l'espace de la pièce qu'elle décorait, on a affaire à une succession de petites images au sol qui nécessitent une déambulation avec des changements d'orientation. Et c'est bien ce que propose aussi cette exposition, la possibilité d'une vision rapprochée et une déambulation de panneau en panneau. Pour finir, on voulait juste rappeler que ce choix de présentation appartient à une exposition temporaire, mais que rien n'empêche par la suite, les opérations de restauration ont prévu cela, de recomposer la mosaïque dans son entièreté, à la tesselle près, de la présenter au sol et dans sa globalité. Et pour conclure, juste rappeler les points forts de l'exposition. Cette exposition, elle a permis, ça a été un élément fédérateur à la fois des équipes du musée, puisque c'était, je pense, une des premières fois où on travaille d'une manière très étroite entre l'équipe plutôt muséographie et les restaurateurs, en incluant également les médiateurs culturels du musée. Mais c'est également un élément fédérateur entre le musée et les experts qui ont fait partie du comité scientifique, et également entre les deux institutions, les équipes des deux institutions muséales que sont le MAN, le Musée d'archéologie nationale, et le musée de Saint-Romain-en-Galles. Autre point fort, c'était redonner à voir cette mosaïque au public en proposant une relecture des différentes scènes de ce pavement, en utilisant un ensemble complet de médias pour l'expliquer et la présenter, tels que texte de salle, extrait d'auteur antique, son, odeur, vidéo, animation et animation de certaines scènes. Voilà. Je vous remercie. Nous vous remercions de votre attention. Merci à vous pour cette magnifique intervention qui montre bien tout l'intérêt du travail entre les restaurateurs et les différents acteurs de musée. On va rester sur la restauration d'un niveau de sol en s'intéressant ce coup-ci au pavement de Saint-Martin d'Ardiguem, et je vais appeler donc Natacha Frankel, conservatrice restauratrice d'objets archéologiques, et Laetitia Maggio, conservatrice du patrimoine au service régional de l'archéologie des Dracs de Hauts-de-France, à prendre la parole. Si les intervenants de la première intervention pouvaient rester en ligne jusqu'à la partie des questions avant la pause, ça serait vraiment super. Merci à vous.
avancer les diapos et le petit laser si vous avez besoin. Je vous libère la place. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter à deux voix un projet de restauration, une restauration en cours sur un pavement médiéval de 200 mètres carrés qui est important par ses dimensions, par son état et son caractère inédit, puisque c'est assez rare que l'on puisse découvrir un pavement aussi grand dans un contexte civil, j'y reviendrai, dans un contexte aussi d'archéologie préventive récent, puisqu'il a été découvert en 2016. Donc nous, notre problématique ici que l'on va exposer, c'est que nous ne connaissions pas au début de la restauration en 2020 le lieu d'exposition définitif et les conditions d'exposition, et nous ne les connaissons toujours pas d'ailleurs aujourd'hui. Donc aller dans l'inconnu, mais quand même avancer pour pouvoir travailler sur ce projet qui nécessitait une restauration, ça pose des contraintes, mais c'est aussi finalement un facteur de réflexion et d'innovation. Donc revenons au tout début. Donc, je vous emmène dans le Pas-de-Calais, dans un endroit très bucolique, un petit village de 200 habitants, à Saint-Martin d'Ardingan. Voilà, ça se prononce comme ça, paraît-il. Et donc, on a découvert en 2016, donc on a fouillé, alors quand je dis on, c'est l'INRAP avec le département du Pas-de-Calais, une résidence épiscopale des évêques de Thérouanne. Donc, on le sait grâce aux archives, et le lieu-dit s'appelle la Cour-l'Évêque. Découverte lors de cette fouille archéologique, 2 pavements médiévaux qu'on n'avait pas du tout vu au diagnostic, donc compliqué quand même d'intervenir et de trouver les moyens de financer l'étude et la dépose de ce pavement. Alors, du coup, on peut passer aussi. Donc, 2 pavements en très bon état de conservation par leur ampleur, mais chaque carreau est vraiment très fragmenté et lacunaire. Sandrine Giannarino, qui est présente ici pour en témoigner, elle a fait le constat d'état initial, elle travaille pour la direction du Pas-de-Calais, la direction de l'archéologie du Pas-de-Calais. Donc on se retrouve dans la partie d'habitation du domaine, donc la pièce principale qui est la grande pièce d'apparat qui fait 144 mètres carrés, donc 8 mètres sur 18, avec une belle cheminée monumentale, et puis on a retrouvé aussi les bases des colonnes. Les bases de colonnes, une base de colonne qu'on a pu retrouver. Et puis à côté, une galerie attenante de 67 mètres carrés qui est très intéressant parce que nous avons une autre forme de technique. Nous sommes moins sur des carreaux historiés comme dans la grande salle, mais plutôt sur un décor de forme géométrique. Les carreaux ne sont pas tous carrés et prennent la forme de carreaux, de différentes formes géométriques. Pardon. Donc je ne regarde pas du tout mes notes. Donc, en tant que conservatrice du patrimoine au SRA en charge du contrôle scientifique et technique de cette fouille, j'ai pu avoir le bonheur d'écrire le cahier des charges pour pouvoir faire la dépose de ces pavements. Donc là, on passe un peu rapidement sur la dépose, alors que ça mériterait bien sûr un développement, mais ça a pu être publié par les collègues, donc le groupement de Laurence Crogli, qui a fait cette dépose dans des conditions abominables. Là, on est sur les bords de la A, à l'automne, donc de la pluie, tout ce que vous voulez, en termes d'humidité. Donc la dépose étant faite, les pavements partent pour étude au Centre de conservation et d'études du Pas-de-Calais, qui est aussi donc la base de l'opérateur du Pas-de-Calais. Donc au début, on dispose les prélèvements. Donc il y en a eu 676 plaques de prélèvement faites pour, alors là j'ai le chiffre, 9773 carreaux déposés. En tout cas c'est le chiffre initial, à voir à la fin combien on en décompte. Donc il y a un stockage qui a été fait quelques années, le temps de l'étude de ce pavement et de la fouille et le temps que l'INRAP nous rende le rapport d'opération. C'est bon. Donc je reviens un peu sur le côté étude, même si je vais passer rapidement. Donc en quoi ce pavement est exceptionnel et pourquoi on a décidé de le restaurer. Alors, dans son iconographie, les carriaux historiés s'inscrivent tout à fait dans ce qu'on peut retrouver dans la Flandre et les Artois, qui a pu être étudié dans une publication par exemple de 86. Carreaux historiés, les motifs se retrouvent dans les pavements de Saint-Martin d'Ardingan, sauf un qui est inédit. Mais ce qui rend les pavements inédits,
vraiment exceptionnel, c'est l'ampleur, le fait qu'on ait 35 motifs historiés au total. Donc je vous ai dit, c'est parce que c'est dans un bâtiment civil, même si c'est en lien avec les évêques de Thérouanne, on est quand même dans une résidence de campagne. Donc, exceptionnalité du pavement, nous avons fait protéger au titre des monuments historiques et nous sommes rentrés dans, alors quand je dis nous aussi, c'est la DRAC Hauts-de-France, et rentrés dans une perspective de faire restaurer les pavements. La suite, donc nous avons commencé en 2019. Donc nous avons commencé par une étude préalable qui était sous donc mon contrôle et celui de mon collègue conservateur des monuments historiques. Et donc nous avons choisi un binôme composé de Natacha Frankel et d'une collègue préventiste pour nous aider donc à travailler sur la restauration et faire un projet préalable. Donc les objectifs de cette étude préalable, c'était de nous guider sur les différentes étapes de restauration intégrale des pavements, puisque les pavements sont importants par leur dimension. L'idée, c'est qu'on puisse tout restaurer. Comme on a tout déposé, on voulait tout restaurer. Donc le choix, le phasage des opérations, le choix de la découpe. Vous avez un exemple ici, un extrait de l'étude préalable. La chronologie, le phasage, le calendrier, donc toutes les étapes nécessaires et les délais. Il fallait aussi identifier les meilleurs choix pour la conservation à long terme, donc dans l'idée qu'à un moment donné, ça sera conservé au centre de conservation et d'études du Pas-de-Calais, sans lieu d'exposition défini. Il fallait bien se fixer quelque chose, et ce qu'on connaissait, c'est que ça pouvait être conservé au centre de conservation et du Pas-de-Calais. Donc on a demandé aussi qu'il y ait au moins 3 scénarios de présentation qui soient proposés, avec les choix de restauration liés, afférents. Bon, il nous fallait évaluer le coût de la restauration, c'était très important bien sûr, et puis demander donc la qualification de l'équipe, et enfin on a reçu une aide pour la rédaction du cahier des charges de restauration. Donc les différents scénarios d'exposition qui nous ont été présentés, alors on avait dit dès le début qu'on voulait restaurer l'intégralité des pavements et puis que c'était pas possible de présenter en extérieur, même dans un caisson étanche. Je veux pas critiquer, mais on est dans le nord de la France, donc pas un super climat. Donc on s'était tout de suite dit, voilà, il faut le faire en intérieur. Alors après, une pluralité de possibilités pour pas se fermer des portes. Donc on peut être dans un musée, dans un bâtiment avec des bonnes conditions de conservation, jusqu'à se dire on pourrait être dans un bâtiment ancien avec des fortes contraintes, pourquoi pas protéger aussi des monuments historiques et avec un climat éventuellement fluctuant. Et pourquoi on s'est dit ça? Parce qu'à l'époque et encore aujourd'hui, la meilleure perspective que l'on ait, ça serait dans une église restaurée, bien sûr, mais qui n'est pas tout à fait strictement aux normes de conservation préventive que l'on souhaiterait. Alors, les différents scénarios proposés. Après, non, c'est bon, tu peux continuer. On va revenir sur des classiques, mais à chaque fois, on se posait des questions de quelle est la méthodologie de restauration qui pourrait être afférente. Donc, la présentation à l'horizontale est une possibilité, bien sûr. Il faut trouver 200 mètres carrés au sol, voilà, donc quand même, ce n'est pas rien. Et puis, en se disant, il faudrait différents niveaux de coursive pour pouvoir de près comme de loin, on en parlait à l'instant, c'était vraiment dans notre esprit de dire comment on pourrait faire pour... parce que le problème de l'horizontale, c'est qu'on ne peut pas marcher sur les pavements et qu'on ne peut pas aller voir ce qui se passe au centre. Donc la deuxième perspective, c'est à la verticale, comme donc au château de Sucigno, comme Natacha Frankel a travaillé sur ces pavements. On a tout de suite pu parler avec les conservateurs pour connaître les avantages et les inconvénients de ce type d'exposition. Et enfin, il y a aussi des possibilités d'exposer en incliné. Du coup, on s'est posé des questions sur chaque type de scénario pour au final... on peut passer aussi à la suivante, avoir une vision maximaliste des choses, parce que finalement, on ne sait toujours pas comment ça peut être présenté, et encore une fois, on ne veut pas se fermer des portes. Donc, dans les décisions techniques qui ont été prises pour pouvoir avancer, pour lancer notre projet de restauration, c'est d'avoir une vision donc maximaliste des choses, comme je vous l'ai dit. Donc, peut-être se dire, le scénario le plus défavorable, qu'est-ce que c'est? Donc, un lieu sans contrôle strict du climat, et une présentation à la verticale, tout parti, parce que là, il faut
il y a une dimension structurelle qui est importante. Donc, quelles étaient les conditions finalement? Là, je vais changer aussi. C'est le choix de support alvéolaire, on l'a vu juste avant. Donc, support en nid d'abeille qui sont rigides mais légers, compatibles avec plusieurs positions. Le comblement des lacunes, c'était important pour nous, tout en respectant l'aspect archéologique, mais il fallait quand même redonner un caractère illusionniste important, donc avec l'ajout de carreaux en plâtre, on y reviendra, pour pouvoir permettre une vision globale d'ensemble avec un caractère illusionniste intéressant. L'utilisation d'enduits de colle, assurant à la fois stabilité structurelle, même à la verticale, et une réversibilité contrôlée. Alors, le dimensionnement des modules était très important. Nous les avons calculés pour qu'ils rentrent dans les compactus du Centre de conservation et d'études du Pas-de-Calais, puisque c'était la seule chose que l'on savait, c'est que ça puisse revenir au CCE avant de trouver un lieu d'exposition. Et enfin, la sélection des matériaux compatibles avec des environnements de conservation éventuellement non complètement contrôlés, qui peut supporter des taux d'humidité relative assez hauts. Donc la restauration est conçue quand même ici comme une préparation un petit peu à l'inconnu, sans scénographie future. Donc on va vous dire après, maintenant dans le détail comment on a pu avancer. Je laisse la main à Natacha. Donc lors de l'étude préalable, au vu du dimensionnement du pavement et des collègues en France, après c'était un marché public, donc ça aurait pu aussi être répandu à l'international, mais au vu des collègues, on s'est dit qu'il fallait que ce soit établi sur plusieurs années, aussi bien que pour que les collègues puissent répondre au marché et du temps pour y répondre, que ça ne leur prenne pas l'intégralité de l'année, parce qu'on ne peut pas toujours se focaliser sur un seul marché, mais on répond souvent à plusieurs, mais aussi au niveau financier pour la DRAC, afin qu'elle puisse étalonner l'intégralité du budget sur plusieurs années. Donc le projet a été établi sur 7 ans, donc il a commencé en décembre 2020. Actuellement, nous sommes donc à la 5e tranche, nous venons de finir la 5e tranche, donc vous voyez les découpes. Alors la tranche 1 là, la deuxième, donc une année. Donc ça, c'est 30 mètres, 30 mètres carrés à chaque fois, sauf la une qui était plus petite. 4, 5, et voilà. Et donc là, cette année, nous avons fini la restauration de l'intégrité du grand pavement, soit 144 mètres carrés. Donc 144, 147, voilà. Donc c'est une grosse étape pour nous. Et donc après, donc là, actuellement, en atelier, je vais vous expliquer différentes étapes. Nous avons donc le petit pavement dit galerie, qui est donc en 2 tranches, donc actuellement en 2026, et on le repose sur plaque alvéolaire en 2027. Donc dans l'équipe, plusieurs équipes ont répondu. Voilà, si vous avez des questions marché public, ce sera Laetitia. En tout cas, c'est notre équipe qui a été sélectionnée. Et ce qui était important quand l'équipe a été créée, c'était d'avoir plusieurs types de spécialités pour répondre à différents objectifs. Donc en orange, ce sont les conservateurs restaurateurs céramiques archéologiques, nous sommes 4. En jaune, ce sont les collègues spécialisés en sculpture et terre cuite, donc il y a aussi parfois une dimension monumentale qui est très intéressante. Nous avons Judith Thiaudière, donc en vert, qui est les mosaïstes, conservatrice restauratrice de mosaïques, donc avec une autre perception aussi. Marie Conan, donc elle est mosaïste, elle n'est pas restauratrice, mais elle avait aussi une spécificité par rapport aux enduits. Et donc notre collègue préventiste, donc Morgane Millet, avec qui j'ai fait l'étude préalable. Donc le constat d'état structurel avait déjà été préétabli par la collègue Sandrine Janareno du CCE de Dainville. Nous on l'a complété, mais voilà, en gros vous voyez quelques éléments, donc les carreaux très fragmentés, des cassures structurelles, lamellaires, donc des pertes de fragments, des pertes de carreaux complètement, des dépôts organiques. La dépose a été compliquée, mais il y avait beaucoup d'eau, mais on n'a pas eu trop de problèmes de moisissure, en tout cas nous, quand on a récupéré les carreaux. Et donc vous voyez, les collègues avaient fait des prélèvements d'une douzaine de carreaux, donc ils avaient posé une tarlatane collée sur la face des carreaux, et après ils l'avaient retournée posée sur des plateaux de bois. Donc c'est comme ça que nous on les voyait au départ, donc on voyait leur revers.
Donc une photographie a été faite bien sûr avant chaque prélèvement. Donc on a découpé la gaze de protection. Là vous voyez qu'on est en train de retirer la gaze, donc avec de l'eau chaude. Et à la fin il y a eu un petit traitement des fois à l'éthanol pour retirer le reste de colle qui était une colle vinylique. Ensuite après le nettoyage, donc tout s'est fait fragment par fragment tout en gardant la dimension de carreau par carreau. On travaille carreau par carreau. Et ce que j'ai oublié de vous dire en fait, donc au début de chaque tranche, en fait, moi, en tant que mandataire, je divise les plateaux entre collègues, parce que donc il y a des collègues qui sont donc dans le Grand Ouest, il y en a à Compiègne, et il y a même Sarah maintenant qui est à Marseille, donc les carreaux ont été... Voilà. Donc je divise par plateau, chacune part avec ses plateaux, en atelier, afin de faire toutes les étapes de nettoyage, collage, comblement, retouche. Donc nettoyage donc à l'eau et par brossage et nettoyage vapeur. Donc Pascal, tu es en photo partout. Ensuite, après séchage en étuve, vous avez le collage des fragments, donc avec des paraloïdes, un mélange B72-44. Voilà. Et donc nos petits scotch voilà, en cours de... Donc tous les fragments, presque tous les fragments sont recollés. Vous voyez que des fois, il nous reste des petits éléments, souvent des éléments sans décor et de pâte qu'on n'arrive pas à remettre. Donc on les remet en sachet, ils sont renumérotés, ils seront redonnés en réserve voilà, pour... étude un jour s'il y a besoin. Voilà. Donc la forme carrée du coup a été redonnée par le collage. Quand il y a des lacunes, il a été décidé de redonner la forme carrée par des comblements en plâtre blanc, donc avec isolation au préalable des tranches qui recevaient le plâtre, afin d'avoir une restauration plus facilitée. On a décidé le plâtre blanc, alors ça a été des choix aussi, voilà, en fait on le voit mieux. Du coup, quand il y aura des restaurations, ce sera plus visible rapidement. Quand on était dans les plaques colorées, comme on est plusieurs ateliers, est-ce que tout le monde va bien faire les bonnes recettes? Enfin voilà, on est parti sur du plâtre Molda normal. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, bien sûr, en retrait de la surface. Et voilà. Et donc, vous voyez ici sur cette photo qu'il manque carrément des carreaux. Et donc, pardon, je finis la retouche. Sur le plâtre blanc, on vient en retouche acrylique, dans les tons, légèrement en dessous, en pointillé. L'avantage, c'est que donc, les décors sont connus, donc nous avons pu réaliser des pochoirs, et c'est systématique. Après, bien sûr, il y a toujours l'erreur, voilà, mais on retrouve quand même très facilement les décors. Quand le décor est vraiment illisible ou méconnu, on reproduit une teinte de fond et on ne cherche pas à créer un décor si on ne le connaît pas. Parce que la pose, après, il peut y avoir eu des erreurs. En fait, des fois, vous pouvez avoir une alternance, par exemple, de cavalier et de vert. Et à un moment donné, vous avez une fleur de lys. Donc, voilà. Donc, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Une fois que toutes ces étapes donc, sont faites au sein de nos ateliers, on remet tout sur plaque de bois. Ça revient en caisse palette. Et donc, on va au CCL, au Centre de conservation du Louvre à Lens, dans les ateliers de restauration. Peut-être tu veux redire? Non. En fait, c'est un partenariat du coup que la DRAC des Hauts-de-France a établi avec le CCL pour notre marché, parce que donc aucun restaurateur, en tout cas, n'a d'atelier assez grand pour avoir un pavement de 147 mètres carrés sur place, plus travailler autour, voilà. Et donc le CCL a mis, voilà. Donc nous sommes allés en 3 fois. Nous avons travaillé 3 zones du pavement, et donc voilà, ils nous ont accueillis. C'est super là-bas. Ils sont très gentils en plus. C'est très important. Du coup, les carreaux sont remontés donc, sur plaque alvéolaire. Bon, on en a parlé juste avant. Tout le monde connaît ça. Voilà, je ne reviens pas trop dessus. Donc nous, on a pris du 2,5 cm d'épaisseur pour information. Donc là, vous voyez les carreaux qui sont reposés donc, à l'envers sur nos grandes tables de travail. Dans les 4 angles des revers des carreaux, ça a été isolé au paraloïde. Et après, donc, on vient poser des petits plots de résine araldite, époxy bicomposante, que l'on met. On attend légèrement que ça durcisse et après, on les retourne pour les coller sur les plaques alvéolaires. Là, à ce moment-là, on récupère les photos qui ont été faites par le groupement de Laurence Krougli lors de la dépose, qui sont très importantes pour nous. Ce sont vraiment nos références. Comme ça nous permet de mettre les carreaux exactement à leur place d'origine, sauf pour ceux qui étaient en zone de lacune et qui ont bougé en fait avec les intempéries, avec l'eau. Donc là, on les redresse. Mais ça, ce sont des discussions que l'on a donc avec les conservateurs, avec Laetitia. Et voilà, des fois, il y en a certains qu'on a laissés en état parce que c'était des motifs un peu spéciaux. On les a laissés comme sur la photo et sinon, voilà.
on les remet. Donc vous voyez, il n'y avait pas de joint à l'origine, c'était posé sur du sable, de la terre sable. Il n'y avait pas de joint, donc on n'a pas remis de joint non plus. Ici, donc, vous voyez un exemple de carreau restauré, voilà la lacune retouchée. Et ici, vous voyez un carreau, du coup, en plâtre blanc, donc en plâtre blanc là, et retouché. Et vous voyez, au niveau du décor, on n'a pas bien compris. Et donc, ne sachant pas, on a fait une couleur de teinte qui ne gêne pas la compréhension du reste des carreaux tout autour. On n'a pas, voilà. Alors, on a décidé, par exemple, je reviens en arrière, quand il manquait un carreau comme ça au milieu, donc on l'a refait en plâtre, on a été restaurer des nouveaux carreaux jusqu'à 8 carreaux lacunaires côte à côte. Quand il y avait plus de 8 carreaux lacunaires, on a décidé de travailler des lacunes en enduit. Parce que du coup, ça faisait trop d'interprétations, trop de nouveaux carreaux. Donc des enduits chaussables, comme on fait couramment pour notamment les mosaïques. Là, vous voyez nos différents essais de consistance, puis après de colorimétrie. Donc là, vous voyez en cours au CCL, donc là, vous voyez une partie des enduits en cours de montage, voilà, en train de travailler. Vous voyez un petit peu les formats des plaques qui font 80 par 120 maximum. Et donc là, vous avez le nombre de... Donc on a créé 171 plaques pour refaire ce grand pavement. Et donc, quand je vous disais qu'on avait travaillé en 3 étapes, au CCL, on a fait d'abord cette première zone, ensuite cette deuxième zone, et là, cette année, on vient de faire celle-ci. Et c'est là qu'on a tout remis en place, donc dans le très grand atelier au CCL, qui nous a permis de faire une retouche d'harmonisation. Parce que comme on est plusieurs conservateurs, restaurateurs, on a aussi tous une sensibilité, et puis on a aussi fait des choix qui ont évolué en 5 ans, donc voilà, ça nous permet de reprendre ça. Pardon. Donc, j'ai fait un petit bilan pour aujourd'hui. Donc, on a restauré théoriquement 6203 carreaux, donc qui correspond à 1987 jours de travail, soit, j'ai mis en heures juste pour le plaisir des chiffres, pardon, c'était 14 902 heures. Voilà, pour vous donner un petit peu le travail que ça nous a donné. Donc, établi en deux, voilà, 1640 jours de travail en atelier et 347 jours au CCL. Tu veux reprendre du coup? Voilà. Entre ces deux différentes étapes au centre de conservation du Louvre, les panneaux qui ont été réalisés ont été mis en réserve chez eux. Ils n'ont pas été ramenés à Dainville, ils ont été mis parce qu'on attendait de tout avoir pour faire le grand pavement, la grande photo finale et les retouches. Et du coup, on a pu tester directement voir si en vertical ça passait bien, si tout se passait bien. Et du coup, les carreaux, tout va bien. On a eu un souci, par contre, lors des préhensions des plaques. Notamment, c'était la préhension, en fait, sur nos enduits, qui n'ont pas tenu. Nos premiers enduits, en fait, on avait mis une sous-couche de perlite. Et après, notre enduit, afin de les rendre un peu plus légers, parce qu'il fallait aussi que ça fasse moins de 35 kg pour que ça puisse être porté par des agents des collectivités, voilà. Et donc il tenait bien, mais en fait, quand il est sur le bord... Vous voyez ici, et que donc on l'attrape et qu'on met une certaine pression pour le lever et l'accrocher, donc il y a eu des pressions et des fissures. Donc en fait, on a dû refaire tous nos enduits, on a fait une nouvelle technique, mais voilà, on va dire que l'accrochage en vertical, la première année, nous a permis de voir ce défaut et de tout reprendre, voilà. Et donc du coup, à chaque fois, quand on allait au CCL, bien sûr, Laetitia Maggio venait, Simon Ducrot aussi, donc le conservateur MH de la DRAC. Et donc dès qu'il y avait des questions, comme vous n'étiez pas très loin, vous êtes sur l'île et nous on était à Lens, du coup ça permettait de répondre vraiment directement à des questions de pose de carreaux, de retouches, plein de petites questions qui n'arrivent que lors de la repose sur plaque alvéolaire. Je termine sur ce qu'on a pu faire pendant la restauration des pavements. On s'est servi d'être au centre de conservation du Louvre pour avoir quand même leur aura et du coup pouvoir aussi accueillir du monde, ce qui n'est pas leur mission fondamentale, ce n'est pas un ERP. Donc ils ont été vraiment très aidants, très accueillants à chaque fois pour qu'on puisse organiser des journées d'études, donc une journée d'évaluation professionnelle en 2021. Alors TCA, Terre Cuite Architecturale, il y a un réseau de chercheurs qui ont organisé leur journée d'études, leur 10e journée ou leur 9e chez nous.
Donc on a participé à la journée d'études des conservateurs Antiquités, objets d'art. Moi, j'ai fait une conférence sur à Saint-Martin-d'Ardingan aux Journées de l'archéologie en 2023. Et puis, on a toutes les deux participé aux Journées du patrimoine à Liévin en 2025, l'an dernier, parce que là, le grand pavement était déployé. Donc tu peux passer à la suivante. On a fait la une d'archéologie. Non, je rigole, c'était Notre-Dame. Mais on était quand même dans ce numéro 610, donc très fiers de pouvoir parler de ce pavement. On a pu également tourner une vidéo de 20 minutes sur YouTube qui nous servira. Encore une fois, on ne sait pas où ça va être présenté, mais probablement cette vidéo pourra nous resservir pour documenter la restauration. Donc vous la retrouvez sur YouTube, Sauver des au-delà, voilà, c'est parlant. Et puis bien sûr, dès qu'on a pu inviter la presse, on l'a fait. Par exemple, le maire de Saint-Martin-d'Ardingan est revenu des années après en me disant mais voilà, pour nous c'était une découverte incroyable, il était très content d'être associé à chaque étape. Donc la suite, nous, dans une perspective d'exposition, bien sûr, on pourra présenter les objets de la fouille qui l'accompagnent, parce que c'est tout l'intérêt aussi de ces pavements, c'est qu'ils ont été trouvés dans un contexte d'archéologie préventive et dans un contexte élitaire. C'est une résidence épiscopale, donc on a du lapidaire, on a des petits objets qui sortent de l'ordinaire, aussi des encriers par exemple. La base de colonne aussi a été prélevée, j'ai pas dit, restaurée, et on a fait un moulage et on en a une deuxième, voilà, au cas où on veut vraiment une restitution de la salle principale. Vas-y, puis je termine. Donc la semaine dernière, éprouvant pour certaines personnes, y compris Sandrine qui est présente ici. Voilà, on est parti du CCL. Ils étaient contents aussi qu'on libère les lieux à un moment donné, parce que ça nous prend à chaque fois 4-5 mois quand on est sur place. Mais voilà, ça s'est bien passé. C'était difficile, ça a pris la semaine. Donc il a fallu bouger 171 plaques. Et puis la suite, c'est le petit pavement qui fait quand même 67 mètres carrés, où là un nouveau défi commence, parce qu'on a une autre technique. C'est très lacunaire également, donc jusqu'à où on va être dans la restitution, dans l'illusionniste. On se servira de notre expérience sur le grand pavement, mais probablement voilà, ce sera un nouveau défi à relever en tout cas. Et donc pour conclure, moi j'avais écrit toute une conclusion, mais comme on est déjà très longue, je vais juste remercier tous les partenaires, ma hiérarchie aussi, parce que honnêtement, prendre la décision pour une DRAC de restaurer un monument comme celui-ci, c'est vraiment pas tous les jours. Donc à un moment donné, ils ont pris vraiment cette décision incroyable. Et puis le groupe Natacha Frankel et puis tout le groupement, c'est merveilleux de travailler avec vous. Vraiment une très bonne entente et puis toujours des très bonnes idées. Donc ça s'est bien déroulé et c'est pas encore terminé. On est très contents. Voilà. Merci à toutes les deux pour cette présentation qui témoigne clairement des difficultés de restauration et de valorisation de ce type de vestiges depuis sa découverte par les archéologues jusqu'à son exposition. On va enchaîner avec un autre objet archéologique de très grande dimension, puisqu'on va parler des alignements de Carnac et de la table des marchands. Donc ça sera Émilie Edbeau, conservatrice restauratrice spécialisée en archéologie mégalithe, qui va parler de ce sujet. Et Olivier Agoguet, qui l'accompagne, qui est conservateur au patrimoine. Voilà, merci. Merci beaucoup de nous recevoir pour ces JCRA. On était venu parler de la conservation de Gavrinis il y a quelques années, en 2017, pour les JRA 2017 à Nancy. Maintenant, on va vous parler d'autres monuments, mais qui ont un peu le même type de conservation, à savoir la table des marchands et les alignements de Carnac. Les monuments mégalithiques sont considérés comme des immeubles par nature depuis 1913, depuis la loi de 1913 sur les monuments historiques, ce qui permet de les
considérer comme des objets non mobiles, de les inscrire évidemment et de les classer au titre des monuments historiques, mais surtout de les éloigner de l'idée de pouvoir les bouger. Alors il y a de la dépose de mégalithes, mais on essaye de les conserver au maximum in situ. La conservation des monuments mégalithiques, l'histoire de la conservation est assez longue, conservation-restauration, ça dure environ 150 ans. Et ça accompagne l'histoire de la recherche dans les mégalithes, c'est-à-dire qu'au début, on s'est intéressé aux objets, puis à la structure interne, c'est-à-dire la chambre, le couloir. Donc on a commencé à redresser les couloirs, les chambres, bien remettre les pierres droites. Et puis ensuite, on a commencé à s'intéresser à la structure externe, donc les cairns qui se trouvent autour des monuments mégalithiques et qui permettent de tenir vraiment la structure sur l'extérieur, la vraie architecture du monument. Et puis aujourd'hui, les chercheurs s'intéressent au paysage. Et il faut tenir compte de tout ça pour pouvoir conserver les monuments, c'est-à-dire leur contexte, leur étendue et le paysage qui va avec. Donc aujourd'hui, on essaie de tenir compte de toutes ces choses-là, ce qui fait intervenir pas mal de personnes différentes avec des profils très différents et des métiers différents. Et par l'exemple de 2 monuments aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer les projets qui sont en cours sur le territoire UNESCO qu'Olivier va vous présenter. Donc on va vous parler des alignements de Carnac, mais aussi de la table des marchands au lac Mariaca. Voilà, comme Mehdi l'a dit, on a un objet plus complexe que le nom le laisse paraître, parce qu'on parle mégalithe, on pense à gros cailloux, donc, comme le nom l'indique, mais les monuments vont bien au-delà de ça. Ce sont des objets composites qui associent terre et pierre, et des objets qui ont évolué dès leur période de construction, donc durant la préhistoire récente, le néolithique, une période qui s'échelonne sur quasiment 2000 ans. Et dès cette période, les monuments sont évolutifs, ils sont agrandis, ils sont modifiés. Et sans parler des modifications aux périodes historiques et jusqu'aux périodes récentes. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver à prendre en compte, qui a souvent été un petit peu négligé quand on a pris en compte ces monuments de prime abord, sans penser cette complexité. Et comme l'a dit Émilie, on a une relation très forte au paysage, et un paysage qui est bien particulier dans notre territoire. On va passer la suivante. Donc on est dans une zone de très forte concentration mégalithique dans le sud du Morbihan, qui donc a fait l'objet l'année dernière d'une inscription à l'UNESCO. Et l'UNESCO a d'ailleurs noté que c'était l'ensemble du territoire qui composait cette exception. C'est pas une série de monuments emblématiques, c'est vraiment ce territoire dans son ensemble qui vaut reconnaissance au patrimoine mondial. Et vous le voyez, on a cette relation très particulière au paysage littoral, avec les paysages du golfe du Morbihan, de la baie de Quiberon. Et donc voilà, cette relation est très très forte avec ce paysage. Et c'est un ensemble qui regroupe quasiment 500 monuments sur ce petit territoire. Alors on a d'autres régions qui se disputent le droit d'avoir le plus de dolmens, notamment dans le sud de la France. Mais là, on a vraiment une concentration très très forte dans un petit territoire, avec des monuments qui se répondent les uns les autres et qui organisent ce territoire très particulier. Donc voilà, c'est cet ensemble-là qu'il fallait aussi prendre en compte aujourd'hui dans un milieu, comme vous savez, qui est désormais très, très urbanisé, donc difficile de percevoir ce paysage préhistorique dans le contexte actuel, mais c'est un élément majeur de la conservation de ce patrimoine. Donc on va commencer par Carnac, qui est évidemment un des sites les plus emblématiques, les plus connus à l'international. Qui là, quand on parle de grands monuments, difficile de faire mieux, parce que le monument dans son état actuel s'étale encore sur 4 km de long, jusqu'à 11 fils de pierres dressées contiguës. Un monument qui a été souvent un petit peu maltraité. Vous voyez qu'on a un certain nombre de routes qui bordent au plus près le monument, qui le coupent, qui l'ont découpé. Donc voilà, on est dans un état ruiné d'un monument d'une dimension exceptionnelle. Et donc il a fallu pour nous se donner les conditions de préserver ce monument et de le faire comprendre. Et ça passe désormais, avec 30 ans de recul, par une période de clôture du site qui a été très mal vécue à l'époque, mais qui est mieux perçue aujourd'hui. On comprend désormais la nécessité de régulation sur des sites aussi fréquentés, mais à l'époque ça a été assez difficile. Mais cette clôture, elle s'est accompagnée d'un mode de définition d'un mode de gestion adapté aux gigantistes de ce site, qui a été travaillé avec le laboratoire d'écologie de l'université de Brest,
pour se donner les moyens de restaurer les sols, de revégétaliser et de préserver autant que possible l'intégrité du site en régulant les accès à l'intérieur, tout en donnant des moyens de circulation aux abords. Donc, vous voyez que le site était quand même extrêmement abîmé avant la fermeture. Donc, ce sont des sols archéologiques qui ont été finalement assez peu fouillés, qui étaient donc vraiment dans un état de dégradation alarmant. Et ça finissait par poser aussi des problèmes de sécurité, puisque les menhirs ne sont pas des icebergs, ils sont faiblement enfouis dans le sol. Et donc la végétation est très importante pour contribuer à leur maintien à l'état de pierre dressée. Donc sans végétation et érosion des sols, les pierres dressées risquaient de tomber et on aurait pu avoir un accident bien malheureux. Et vous voyez qu'il y avait des usages assez libres dans ce monument, qui servaient de lieu de vie et de photos de famille dans différentes conditions. Et voilà, ça pouvait aller jusqu'à dessiner des yeux, visages sur des menhirs. Donc voilà, un certain nombre d'usages qui devenaient problématiques pour préserver ce qui est un monument tout à fait exceptionnel à l'échelle mondiale. Donc voilà, comme je le disais, on s'est doté d'outils de préservation in situ de ce monument pour gérer sa forte fréquentation sans l'abîmer de trop. Et donc on travaille avec un document d'objectifs et de gestion, un plan de gestion qui nous fixe des objectifs pluriannuels en matière de gestion des paysages, du monument lui-même, et de la végétation. Et donc on a une très belle reprise de la biodiversité qui a permis de restaurer les sols. On a un entretien qui se fait de manière la plus douce possible avec notamment l'éco-pâturage par des moutons. La restauration des murets là où c'était possible et la mise en place de circuits piétons en accès libre qui bordent le monument et qui préservent les sols archéologiques là où on passe dessus en étant posés sur les sols. Donc tous ces éléments de gestion doivent s'accompagner d'une veille sanitaire sur le monument lui-même. Et c'est là où je repasse la parole à Émilie. Voilà, donc vous allez vous dire, là on vient parler de conservation en archéologie, on vous parle de moutons. Ça fait partie de ce qui a été mis en place en termes de conservation préventive. L'entretien autour des monuments mégalithiques est primordial pour pouvoir mieux les conserver à long terme. Et qu'est-ce que vient faire un conservateur-restaurateur là-dedans ? J'aimerais bien ne pas être toute seule et j'appelle de mes voeux les collègues à venir s'intéresser aux monuments mégalithiques parce qu'on n'a pas de suivi de l'état des monuments mégalithiques, ça n'existe pas en fait. Donc on commence à mettre ça en place et c'est pour ça que moi je suis là. C'est-à-dire qu'on essaye de commencer à comprendre dans quel état de conservation se trouve. On essaie d'avoir un point zéro pour pouvoir suivre à long terme les monuments. Et quand on a des monuments qui font 3 km de long, c'est compliqué. Et c'est là qu'on a eu l'idée de pouvoir mettre en place un chantier école. Alors, je vous ai mis que les premiers plans fiables du 19e siècle permettent d'avoir une idée de la structure des monuments. Là, je vais vous parler seulement des alignements, c'est-à-dire qu'on connaît l'ensemble structurel, c'est-à-dire qu'on sait où se trouve chaque menhir, même si, justement, on ne connaît pas exactement le bon nombre de menhirs. Voilà. On n'a pas un chiffre tout à fait exact, mais en comparant avec des plans anciens, on arrive quand même à savoir si des pierres ont été bougées ou pas. Et notamment depuis leur restauration, puisqu'il y a eu une restauration en 1880, aux alentours des années 1880. La première étude qui porte un regard sur les altérations des blocs date des années 90 et elle a été faite par Dominique Cellier, qui est un géomorphologue. Et surtout, il a introduit l'idée que des altérations affectaient différemment les faces des menhirs en fonction de leur place dans le gisement, dans l'affleurement rocheux. Je vous ai mis 2 petits extraits de son ouvrage, c'est-à-dire qu'un menhir, c'est extrait du sol. La face qui affleure est très météorisée et elle est beaucoup plus stable que la face qui a été arrachée, les faces qui ont été arrachées. Donc vous avez les deux petits schémas en haut qui montrent comment est positionné un menhir avec ses faces d'arrachement et sa face d'affleurement.
Et les 2 photos du bas vous montrent sur la gauche une phase d'affleurement et sur la droite une phase d'arrachement. Les phases d'arrachement s'érodent beaucoup plus rapidement, surtout elles ont des stigmates de l'arrachement, d'un événement traumatique pour la pierre, si vous voulez. Donc on a beaucoup plus de desquamation et on a notamment une altération qu'on retrouve sur toutes les phases d'arrachement, c'est-à-dire un réseau polygonal de fissures qui n'apparaît pas sur les phases d'affleurement. Ça, c'est très intéressant à savoir pour l'archéologie. Pour la conservation en soi, c'est intéressant. Mais pour le suivi du monument, c'est un point de départ, si vous voulez. Il nous manque un protocole de suivi pour le suivi de la conservation des alignements. Et ça, à échelle nationale, enfin, on n'en a pas, ça n'existe pas. Donc, bon, oui, on peut passer à la suite. On a eu l'idée d'organiser un chantier école avec le Centre des Monuments Nationaux, qui est donc gestionnaire et propriétaire des alignements Carnac, mais aussi de la table des marchands. Je te laisse présenter si tu veux, ou enfin générer le... Voilà. Donc on a organisé 2 chantiers écoles. Le premier en 2019, et puis ensuite on a mis 5 ans à organiser un second, puisqu'il y a eu le Covid. Vous êtes tous passés par là, vous voyez toutes les difficultés qu'on a pu avoir. Et donc en 2019, on a fait venir 13 étudiantes de l'INP et de l'école de Tours, donc des étudiantes en sculpture. Moi, je suis dans le domaine de l'archéologie. Je suis conservatrice, restauratrice en archéologie. Donc c'était intéressant d'avoir aussi un autre domaine que le mien pour pouvoir discuter, échanger, voir comment on pouvait percevoir les altérations, comment on pouvait les qualifier sur le terrain. On est allé voir le site du Petit Ménec qui se trouve à la Trinité-sur-Mer. On peut le considérer comme faisant partie des alignements de Carnac, parce que c'est le prolongement des alignements de Kerlescan qui se trouve sur la commune de Carnac, de l'autre côté de la départementale. Donc c'est vraiment, c'est un même site. 216 menhirs. À ce moment-là, j'ai constitué un glossaire des altérations des mégalithes qu'on pouvait trouver dans le secteur. Je me suis dit, on va vraiment zoomer sur les altérations qui affectent nos monuments à nous, sur nos roches à nous, puisque on a plusieurs natures pétrographiques, mais on n'a pas toute la géologie de France dans notre secteur à nous. Je me suis dit que ce serait plus facile d'observer ça avec un glossaire des altérations locales, qui est basé sur le glossaire ICOMOS que vous devez tous connaître en conservation, restauration pierre, en tout cas. Ce qui permettait d'avoir un point de repère pour les étudiantes pour bien noter les altérations. On leur a fait une fiche de constat et un relevé graphique, enfin proposé de faire un relevé graphique par face de menhir, et on a mis 1 journée et demie pour pouvoir faire le tour de l'alignement. Donc il y a une autre photo ensuite, si tu veux descendre un petit peu. Donc là, vous avez le constat papier avec le relevé graphique qui va avec. Donc on y passait assez peu de temps. Le relevé graphique servait à bien identifier des altérations très spécifiques. Sur le constat papier, on a noté tout ce qu'on observait. Sur le relevé graphique, on notait simplement les fissures, les desquamations, les pertes de matière en surface. On a été limité dans les observations par certaines zones des alignements qui sont très couvertes par de la végétation, par des arbres, et qui causent en dessous une atmosphère plutôt humide avec un développement de mousse très très important sur les pierres, donc on n'arrivait pas à lire la surface de certaines pierres. Et les menhirs qui étaient plutôt dans la prairie étaient couverts de lichen entièrement. Mais on arrivait quand même mieux à lire ce qui se passait sur les surfaces que quand c'est complètement recouvert de mousse. Donc ça a été plutôt efficace, on était assez contents de ce travail-là. Si tu veux passer par la suite. Donc là, vous avez des étudiantes qui sont dans les alignements. Je ne sais pas si vous voyez bien les menhirs, parce que là, on était dans la partie des petits menhirs. Ils sont moins visibles, vous en avez une bonne dizaine là, sur la photo. 3 étudiantes, donc Marion Benda, qui se trouve en bas, qui est en train d'observer une desquamation sur le menhir. Et en haut, vous avez Lucie Grelier et je vais retrouver Bérangère qui se trouve là. Donc elles étaient en binôme de chaque école sur les groupes à ce moment-là. Aujourd'hui, elles sont professionnelles de la conservation-restauration. Elles sont sorties de l'école depuis 2019. Donc ça a été l'expérience qui a été menée en 2019. L'année dernière, donc en 2024, il y a 1 an et demi, on est allé s'intéresser à l'enceinte de Kerlescan qui se trouve, c'est un cromlech si vous voulez, qui se trouve au bout des alignements de Kerlescan.
Et on avait 4 étudiantes cette année-là, 39 menhirs à étudier. J'ai mis plus un demi, puisqu'on a eu un stagiaire de 3e qui est venu. Et qui a très bien fait son travail. C'était chouette de l'avoir avec nous. Une fiche de constat, le même procédé, exactement. Et pareil, on a été limité dans les observations par la couverture biologique sur les pierres. Et j'ai été accompagnée, alors je ne l'ai pas dit pour 2019, mais il y avait deux encadrantes avec moi. Jeanne, mais j'ai Jeanne et Chinard, et c'est pas du tout. Merci. Et Marion, n'importe quoi. Guylaine Marie, dont vous venez d'entendre parler, qui est à Carnac, qui faisait partie du groupement de Natacha pour Saint-Martin d'Ardingan, qui habite Carnac, qui est restauratrice culture, qui vit dans les alignements depuis qu'elle est née. Donc c'est un environnement qu'elle connaît très très bien et qui m'a été d'une très très grande aide sur les 2 années 2019 et 2024. Donc je la remercie beaucoup de m'avoir aidée sur ce chantier école. On a observé les mêmes choses et là on a vraiment un relevé point zéro pour ce site-là. Le relevé est très bien fait et on a pu avoir en plus le loisir de pouvoir observer un petit détail qui a été mis en place dans nos alignements sur tout le territoire. Dans les années 30, un archéologue a décidé de marquer les menhirs qui ont été restaurés dans les années 1880. Donc il a inséré ce qu'on appelle les pastilles de Rosic, puisqu'il s'appelle Zacharie Le Rosic. Ce sont des petites pastilles de mortier rouge que vous voyez sur la photo là-haut. Donc c'est du mortier inséré dans un petit trou qui a été fait sur les menhirs, qui aurait été restauré. Donc on s'est dit on va comparer avec un plan avant restauration et les pastilles Le Rosic pour voir si ces pastilles sont fiables ou pas. Et sur 39 menhirs, il y a 7 menhirs sur lesquels ça ne fonctionne pas. Donc ces pastilles-là sont pas fiables. Et ça, du coup, c'est intéressant et pour la recherche archéologique, mais aussi pour la conservation du site, puisqu'on ne peut pas s'appuyer sur ça pour se dire que le bloc s'érode de cette manière-là, puisqu'il a toujours été debout. Voilà. Donc c'était un indice qui a été quand même intéressant à venir étudier. En bilan, en fait, de ces 2 chantiers écoles, alors c'est très positif parce que ça nous permet d'avoir des premiers relevés. En revanche, c'est très lourd à mettre en œuvre, à mettre en place, à préparer et ensuite d'analyser les données. Pour le moment, je suis toute seule, c'est-à-dire que les encadrantes accompagnent pendant le chantier école, mais sinon je mets en place le chantier école, je construis tout avant et ensuite j'analyse les données. Je n'ai pas fini d'analyser les données de 2019. C'est très très long, c'est très lourd. C'est très chronophage. En 2019, je pouvais encore gérer un chantier avec 13 étudiantes parce qu'on était dans l'élaboration du dossier UNESCO. En 2024, on était dans l'instruction du dossier auprès de l'UNESCO, puisque je fais partie de l'équipe qui a monté le dossier UNESCO. Et là, en fait, c'était très, très, très difficile. Donc 2024 a été très douloureux. Au niveau du chantier école. C'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'il y ait d'autres collègues à pouvoir venir pour construire ce chantier école ou alors construire un protocole entre professionnels. Je sais que ça a apporté aux étudiantes aussi. C'est quand même des cas très 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 particuliers. Ce ne sont pas des sculptures, ce sont des objets archéologiques en extérieur et qu'il faut traiter d'une manière différente qu'une sculpture de Versailles, par exemple. On ne traite pas ça du tout de la même manière. Alors, autre type de monument, autre ambiance. Donc le dolmen de la Table des Marchands, qui est un autre des monuments emblématiques du territoire, et particulièrement emblématique puisque c'est un peu le papa de tous les dolmens. C'est a priori le premier monument qui a été qualifié ainsi. Et donc l'appellation dolmen est entrée dans le langage courant. Et vous voyez, c'était l'image d'Épinal du dolmen avec sa grande table de pierre qui repose sur 3 points d'équilibre, un petit miracle d'équilibre architectural. Donc voilà, c'était cette image qui était très longtemps très très emblématique et évidemment très très appréciée sur le territoire. Et à la suite des fouilles extensives du site au cours des années 80, la décision a été prise pour des questions notamment de préservation du registre gravé à l'intérieur,
de recouvrir la chambre du dolmen restituer un cairn qui s'appuie sur les résultats des données archéologiques, mais qui va quand même un petit peu au-delà dans ses propositions. Donc vous voyez, le avant-après est quand même assez saisissant. Donc on a complètement changé ce qui était l'image du monument. Alors ça a une vertu pédagogique aussi, c'est de bien faire comprendre que ce qu'on appelle dolmen, c'est la structure interne d'un monument qui était composé d'un tumulus, d'un cairn, et voilà, qui était plus étendue que la partie dolmen proprement dite. Mais voilà, on a eu un énorme changement et qui peut introduire de nouveaux problèmes de conservation, de nouveaux problèmes sanitaires, d'où à nouveau ce suivi dont va vous parler Émilie. Oui, donc on s'est intéressé à la table des marchands. Alors je vous montre des photos des restaurations, des photos qui font très très mal aux yeux. Là, en 1989, le LRMH est venu pendant les fouilles pour pouvoir observer les pierres gravées dans le monument. Il s'avère qu'elles s'altéraient principalement à cause de les voies d'eau dans le monument, en fait, par l'humidité et par l'eau qui ruisselait dans le monument. Donc, il y a un projet d'architecte en chef des monuments historiques qui a été émis. Il y a eu 3 projets. Et en fait, celui qui touchait le moins au monument, c'est donc le résultat qu'on vous a montré en photo, de reconstituer un cairn par-dessus le monument. Parce que sinon, il y avait des projets beaucoup plus larges que ça et qui empiétaient trop sur les vestiges archéologiques qui se trouvent autour de la table. Parce qu'on a un alignement de menhirs, on a un grand tumulus qui se trouve aussi juste derrière. Et donc, il fallait couper l'eau sur le monument. Donc, il fallait forcément construire quelque chose par-dessus. Et donc, on a eu des grands travaux sur ce monument-là. Et là, vous ne le percevez pas du tout. Je vais le montrer. Vous avez la chambre funéraire qui se trouve, en fait, c'est le même angle. Là, vous avez la chambre funéraire et là, on se trouve à l'arrière de la stèle. Vous voyez qu'il y a un grand mur de parpaing qui a été monté. On a le bout de la stèle du plafond qui sort ici. C'est recouvert par du géotextile. Tout ça a été recouvert par un grand tas de gravier, puis un habillage de pierre pour avoir le résultat que vous voyez sur l'extérieur. Il y a des drains qui ont été posés. Vous voyez le monsieur qui transporte des tuyaux ici. Donc il y a des drains qui ont été posés autour, mais aussi à l'intérieur de la chambre. Mais ça n'empêche pas l'eau d'entrer. Et surtout, ça n'empêche pas l'eau de stagner dans le monument. Aujourd'hui, on a des problèmes de conservation à cause de cette couverture qui empêche le monument de respirer. On a du ciment qui a été introduit, parce qu'il y a des parpaings qui ont été introduits à l'intérieur. Le ciment n'est pas au contact directement des pierres archéologiques, il a été posé un petit peu plus loin, mais ce ciment-là, aujourd'hui, 30 ans, presque 40 ans après la restauration, a diffusé des sulfates à l'intérieur du monument. Donc on a des sels partout, et notamment sur les pierres gravées, ce qui est le cas de la stèle qui se trouve au fond là. Oups là, pardon. Puisqu'en fait, on a des coulures d'eau qui viennent du plafond, mais toutes les taches d'humidité que vous avez en bas, ce sont des sels. C'est la présence de sel qu'on voit là. Donc on a des algues évidemment à se développer, vous les avez très bien vues sur la stèle, puisqu'on a la lumière du jour qui vient depuis le couloir sur la stèle du fond. La stèle étant humide en permanence, on a des algues à se développer dessus. Donc les algues, elles posent un problème pour la lecture de la pierre, mais aussi pour sa conservation. Il y a un traitement qui a été fait en 2008, un traitement phytosanitaire qui a été fait sur la pierre. Et dans les années 2020, on s'est dit qu'on allait voir à essayer de trouver d'autres solutions. Donc on a recontacté le LRMH qui est venu faire un traitement aux UVC. Donc ça a été fait en juillet 2022 et c'est plutôt efficace, mais il faut revenir régulièrement. Alors le traitement UVC demande à ce qu'on ait un espace complètement fermé, personne à entrer à l'intérieur. Donc ça se fait de nuit avec la porte fermée, puisqu'on a la chance d'avoir une porte sur le dolmen pour pouvoir le fermer. Et donc le site est complètement fermé aux visiteurs. Mais en plus de ça, c'est un site qui est tellement visité qu'il n'est pas habité par d'autres espèces. C'est-à-dire il n'y a pas de crapauds, il n'y a pas de chauves-souris. Donc on sait aussi qu'on ne porte pas atteinte à la biodiversité en utilisant des lampes UV en pleine nuit, parce qu'on ne va pas venir déranger des espèces. Mais là, ça a été fait en juillet 2022, il faut réintervenir là maintenant. Ça fait longtemps que vous montrez que il reste très peu de minutes.
Voilà, donc on arrive à la fin. Donc, le mégalithisme et l'ouverture au public, c'est un vrai jeu d'équilibre. C'est-à-dire qu'un afflux non contrôlé de visiteurs est très destructeur. Ça, on l'a vu dans les alignements de Carnac. On le voit aussi dans la table des marchands aujourd'hui, parce qu'on a des plages de polissage sur certaines pierres. Et c'est navrant, notamment pour les pierres gravées. Mais l'oubli des monuments est assez destructeur aussi, puisque dans l'aménagement du territoire, on a des destructions, je dirais pas tous les jours, mais assez fréquemment. Sur notre territoire et ailleurs en France. Pour les monuments les plus connus, la transmission des résultats de recherche est primordiale. Les gens ne savent pas ce que c'est que les mégalithes et ont du mal à comprendre ce que font les chercheurs et pourquoi ils mettent autant de temps à essayer à trouver ce que c'est qu'un mégalithe. Donc il faut faire de la médiation autour de ces sites-là, il faut accueillir du public. Les deux principaux facteurs d'altération sont évidemment l'afflux de visiteurs et les anciennes restaurations. Je vous ai mis mes néanmoins récentes, parce qu'en fait, ce sont les dernières restaurations qui nous causent le plus de soucis, qui diffusent le maximum de sel, donc les restaurations des années 80-90, qui nous posent le plus de soucis. Et donc, il faut jouer avec la complémentarité de tous nos métiers, parce que je ne vous ai pas parlé de toutes les personnes qui interviennent aussi autour de nous. Mais donc, on est conservateurs et conservateurs-restaurateurs, mais il y a évidemment les architectes des bâtiments de France qui travaillent avec nous, les conservateurs MH, des urbanistes, et puis toutes les personnes qui travaillent sur la technique et la gestion des alignements. Ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Si tu veux conclure. Merci. Bonjour, merci à vous pour cette présentation. On va passer au temps des questions désormais. On a pris un petit peu de retard, mais on va quand même pouvoir échanger sur les trois communications de la matinée, de cette première partie de la matinée. Donc, pour rappel, il y avait la présentation sur la mosaïque des saisons de Saint-Romain-au-Galles, les pavements de Saint-Martin d'Ardijan et donc l'alignement des mégalithes que nous venons de voir. Est-ce qu'il y aurait des questions dans l'assistance ou peut-être en ligne ? Merci. C'est juste une petite question. Je voulais savoir combien de temps il avait fallu pour déposer les pavements de Saint-Martin d'Ardingham aux équipes. Non. 2 mois, je dirais. C'était leur problème. En fait, on a rebouché le site après la fouille parce qu'on était déjà en novembre. On les a découverts en septembre. Et on était déjà au milieu de la fouille quand on les a découverts parce qu'on avait phasé la fouille. Bon, du coup, on ne pouvait pas les prélever, les déposer dans la foulée. Et puis là, ça a été l'automne et ça commençait à être vraiment défavorable. Et puis le temps administratif, parce que moi, j'ai déclaré une découverte d'importance exceptionnelle. C'est une disposition du Code du patrimoine. C'était la 2e fois qu'on le faisait en France. C'est vraiment exceptionnel, comme son nom l'indique. Donc il fallait le temps de ça, faire le cahier des charges, etc. Et malheureusement, elles sont revenues. Le groupement Laurence Croglis, ils sont venus en septembre 2017. Et de mémoire, ça a duré 2 mois. Et ils étaient peut-être 6 ou 7 sur le terrain. Après, revenir peut-être sur l'article que j'avais passé, parce qu'ils avaient publié, mais de mémoire, voilà. Et moi, pour tout vous dire, je voulais aller plus loin dans la dépose, mais malheureusement... c'était plus fragmenté les carreaux que ce qu'on pensait parce que malgré le constat d'état qui a été fait, ce qu'on n'imaginait pas, c'était que c'était aussi desquamé à l'intérieur et à l'horizontale en fait. Ça, on ne pouvait pas forcément le voir. Voilà. Pardon. C'était aussi pour comment la résine pour la dépose a été choisie? Est-ce que vous aviez contacté des conservateurs-restaurateurs? Vous disiez que c'était une résine vinylique qui du coup avait une bonne réversibilité. La première qui a servi à la première dépose, c'est ça? Oui, donc moi j'étais pas dans le groupement pour la dépose, mais c'est une résine, oui, qui du coup peut être tirée à l'eau chaude sans trop de solvant, parce que sinon après c'est sur 200 mètres carrés, c'était ingérable et du coup, ça arrache pas non plus. Du coup, l'eau chaude, comme c'est aussi l'eau qu'on va utiliser pour le nettoyage,
Ça permet de tenir la tarlatane le temps de la dépose, mais ça permet de la retirer assez facilement sans altérer la surface des carreaux. La glaçure, en fait, tient assez bien. Elle est usée, parce qu'il y a eu 200 ans d'utilisation, mais voilà. Donc, je n'étais pas dans le groupement, mais c'est celle que j'utilise moi aussi personnellement quand je fais des déposes. Donc. Mais c'est toi qui avais donné l'info Non, en fait, dans le groupement de dépose, ce sont des conservateurs-restaurateurs du sud de la France, plutôt spécialisés mosaïque, mais des collègues complètement. Entendu. Donc, c'est elle qui avait les compétences pour choisir. Ouais. J'avais juste aussi une question, toujours par rapport à ce pavement magnifique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a motivé la restauration directement après la fouille et l'étude, ou est-ce que de simples mesures de conservation préventive auraient pu être mises en place tout simplement ? C'est tout à fait salutaire d'avoir lancé cette restauration assez immense, mais voilà, c'était juste une question sur ce choix. Ouais, c'est une très bonne question. Ce que je vous ai dit, c'est quand même unique qu'on puisse faire ça à la DRAC, et ça a suscité beaucoup de questionnements, et c'était presque inespéré qu'on le fasse, parce que la dépose, et finalement ma partie, parce que je suis conservatrice du patrimoine archéologique, ma partie c'est de dire on dépose pour l'étude, on s'en tient à l'étude. L'archéologue ne va pas plus loin, comme dans les objets archéologiques, on stabilise, on ne va pas restaurer. Et en l'absence de musée, on n'allait pas aller plus loin normalement. Mais quand on s'est quand même dit en même temps, si on dépose, c'est pour le conserver et l'exposer un jour. Et on a très bien vu que c'était un frein, un blocage très important de faire peser la restauration sur une collectivité territoriale avec un musée. Ça faisait beaucoup de contraintes, et on a voulu le faire aussi dans la foulée en disant sinon on va le mettre dans le CCE, ça occupe 4 compactus et on va l'oublier. Donc il y a une volonté politique, il y a eu beaucoup de combats aussi de notre côté, de continuer à faire parler du pavement. Et bon, voilà, au final, c'est presque inespéré. Peut-être que la décision n'aurait pas été prise, n'aurait pas été prise dans le contexte actuel, aussi avec le budget actuel. Et après, la protection des monuments historiques, c'est pour mettre l'accent sur son caractère exceptionnel, mais c'est aussi pour avoir le financement côté monuments historiques, en fait. Ça nous permet aussi une manne qui n'était pas la nôtre au sein d'un SRA. Voilà. D'ailleurs, pour l'anecdote, on l'a inscrit au titre des monuments historiques. Avec votre classement, on n'a pas été encore en commission nationale pour le faire classer, parce qu'il suffisait d'avoir cette première étape pour pouvoir. Donc c'est financé par la CRMH de notre côté. Voilà. Donc en fait, je ne saurais pas vous l'expliquer, c'est un concours de circonstances. C'est beaucoup parce qu'à un moment donné, on a eu ces personnes-là qui ont défendu le projet. Mais même la dépose au début, j'étais présente, je peux vous le dire, c'était pas du tout gagné. Parce que ça fait débat au sein de la communauté archéologique en disant mais non, on échantillonne. Ce que je vous ai montré par rapport à l'étude, les publications qui ont été faites, c'est souvent sur dessin, voire sur photo, mais les carreaux n'étaient jamais prélevés dans l'intégralité, dans ce qu'on connaît, échantillonnés au mieux. Moi, je récupère des carreaux de pavement aujourd'hui, on me les rend en fait, et ils sont pas du tout, ils sont individualisés, et certains, j'en ai récupéré avec des gros trous comme ça dedans, parce qu'en fait, on faisait l'étude de pâte et c'est tout. Le pavement, les carreaux de pavement n'étaient pas vus, en tout cas dans notre région, je ne sais pas ailleurs, comme une mosaïque, on va dire, où c'était une évidence en soi qu'on puisse l'exposer dans son intégralité, que c'était intéressant. Pourquoi on a mis des enduits pour les grandes lacunes ? Parce qu'on ne voulait pas aller trop loin dans la recréation des espaces manquants, parce qu'on avait quand même cette idée de garder le caractère archéologique de la découverte. C'est ce qui fait peut-être la différence avec d'autres pavements trouvés plus anciennement, où là on a toutes les données archéologiques, on a aussi fait les sondages après la dépose, etc. Donc on avait vraiment la volonté de ne pas trop dépasser le caractère archéologique et de se dire, nous, on va faire la restauration et notre objectif, c'est le moment de la découverte. Donc avec toute l'histoire du pavement, toutes les réparations, les traces de carbonisation autour de la cheminée, donc on garde les traces de réutilisation, on recrée ponctuellement pour que l'œil
Ça choque pas trop l'œil pour la vue d'ensemble, certains carreaux, mais ça c'est un choix. Et même on a évolué, hein, au début on regardait beaucoup plus de lacunes. Même pour tout vous dire, on ne recrée aucun carreau historié, même si on sait que c'était estampé en série. Mais à partir du moment où il n'y avait pas au moins un tiers du carreau historié, on ne le recréait pas. Et puis à la fin, ça gênait vraiment beaucoup l'œil de le voir. Ces faux carreaux qu'on laissait monochromes, mais alors qu'il devrait y avoir un carreau historié là. Donc on a évolué et on n'a pas été effectivement au-delà dans la lacune. Mais c'est vrai qu'on peut nous dire, mais c'est super présent, hein, les lacunes. Là, en l'occurrence, on ne l'a pas dit, mais je pense que vous l'avez tous en tête. Il y aura une nouvelle couche d'enduit par-dessus à la fin dans l'exposition finale, parce que là, on voit l'espace entre les différentes plaques. Mais voilà, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, de toute façon, c'est après, à un moment donné, il faut établir des choix, et on l'a fait de cette façon-là. Ouais. Oui, vas-y. Je me permets juste de compléter, c'est par exemple au niveau des 2 colonnes. On a trouvé en vrac, il a été trouvé des carreaux sous forme de triangle et de losange, mais en fait lors de la fouille ils étaient déjà déplacés. Donc on sait que ces carreaux sont quelque part autour des colonnes. Donc par exemple on sait qu'autour des colonnes on est incapable de savoir quel type de carreau, la forme et la dimension. Donc ça aurait été une très grande interprétation que de remettre des carreaux en effet partout. On ne recrée pas le motif initial, on recrée vraiment le motif au moment de la découverte. Et il y a des carreaux qui ont été déplacés, c'est tout à fait intéressant. Non, il fait toujours beau à Carnac. Hein. Ravinement, non. Il y a deux positions principales des mégalithes, ceux qui sont sur les points hauts du paysage, qui sont des zones d'affleurement quasiment du rocher, et ceux qui sont en partie basse, qui sont plutôt dans des zones humides, marécageuses. Donc c'est pas tellement des problèmes de ravinement, mais c'est des remontées d'eau ou des périodes d'inondation. Mais ceci dit, voilà, on traite aussi le monument comme un site naturel, donc on respecte aussi ce site naturel, et il évolue depuis plusieurs milliers d'années aussi en tant que site naturel. Donc voilà, on essaie de faire avec ces éléments-là, tant qu'ils ne sont pas trop impactants. Effectivement, on n'a pas de situation vraiment inquiétante de ravinement dans le cas des alignements pour l'instant. Non, là, les intempéries nous causent plus de problèmes au niveau des sols et de la chute des arbres, plus que de vraiment impacter directement le ravinement au sol par une érosion, par l'eau. On peut en avoir, mais c'est pas le principal problème. Vraiment, les intempéries, là, c'est plus les arbres et l'état du sol en ce moment. Les pins ont des racines qui sont très en surface. Et donc, quand les sols sont imbibés d'eau, ils ont tendance à basculer naturellement. Et là, ça nous cause des gros chablis. Et évidemment que ça cause des problèmes, notamment sur les tertres qui sont conservés. Voilà. On va prendre juste deux dernières questions avant la pause. Le micro ne doit pas être connecté. Oui, ça a été pris en compte. Ça a été pris en compte sur les 2 fois, mais là on ne vous a pas montré d'exemple. Et comment ça a été géré, c'est-à-dire ? On a des pierres où la surface entière est gravée. Donc en fait, on a géré ça de la même manière qu'une pierre qui n'était pas gravée. C'est-à-dire que c'est une donnée qui est prise en compte parce que quand il y a une gravure, il y a un relief. Donc forcément, on le note sur nos relevés. Mais il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que la surface reste la même.
Enfin, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je dis. Les altérations sont notées de la même manière sur les surfaces gravées que sur les surfaces non gravées. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est de conserver la surface, mais comme toute œuvre sculptée, en fait, on cherche à conserver la surface, puisque c'est là qu'on a de la donnée archéologique. Donc on note de la même manière. Ça sera la dernière Bonjour. question avant la pause. Bonjour. Oui, moi c'était une question qui peut aussi concerner les deux communications par rapport au classement UNESCO. Qu'est-ce que ça va changer du coup dans la conservation des sites et en comparaison avec l'inscription au titre des monuments historiques, quels sont les avantages que vous pouvez avoir à ces labels Personne ne veut répondre. L'inscription à l'UNESCO ne fait pas disparaître le contexte réglementaire français. Il ne rajoute pas d'ailleurs de contraintes réglementaires. Donc, c'est la législation nationale qui continue à s'imposer. Donc, la protection aux monuments historiques reste quand même fondamentale. Après, ce que ça apporte, donc en soi, ça apporte surtout une reconnaissance et un suivi, un regard mondial sur la préservation de ces monuments. Donc en soi, c'est important. Et localement, pour notre cas, à nous, ça a vraiment amené une prise de conscience locale, notamment des élus locaux qui avaient mesurait assez peu l'importance de ce patrimoine. Bon, ces mégalithes, ils étaient là, c'était chouette, mais voilà, on ne se rendait pas compte de l'exception et de la fragilité de ce patrimoine. Donc ça a vraiment aidé à mobiliser les élus, à les fédérer autour de cette démarche d'inscription et à comprendre que c'était un enjeu de conservation et pas seulement un enjeu de tourisme, ce qui est aussi une des corollaires de l'UNESCO, mais à l'insu de son plein gré, comme disait l'autre. Je vais compléter sur la question des élus, puisqu'on a des comptes à rendre à l'UNESCO, on a un rapport à rendre tous les 5 ans. Et donc ça permet aux élus de se dire que vraiment il faut s'intéresser à ces questions-là, puisqu'on a traité de la conservation pendant le dossier. C'est ce qu'on a présenté à l'UNESCO. Il faut assurer la conservation de ces sites-là, donc il faut y mettre de l'argent. Donc c'est principalement ce que ça a apporté, puisque en termes de réglementation, l'UNESCO, c'est une sorte de labellisation. Alors ma chef détesterait que je dise ça, mais voilà, dans l'idée, c'est pas une réglementation. Ce qui vaut, en fait, c'est la réglementation monument historique qu'on a en France. Voilà. Merci. Alors, la protection au titre des monuments historiques, donc je vais compléter pour les pavements. Je vais être honnête, on n'en avait pas besoin en tant que tel, parce que d'être un bien archéologique mobilier, ça suffit. Parce que ça veut dire inaliénable, imprescriptible. Pour ceux qui connaissent bien, c'est très fort. Quand on est bien archéologique mobilier, voilà, on ne peut pas être vendu, etc. Donc c'est une protection très forte déjà. Je ne l'ai pas dit, mais le pavement, dès son exhumation, a appartenu à l'État, contrairement au reste du mobilier. Bon, c'est un peu complexe, mais comme il est considéré comme un immobilier au moment de sa découverte, la législation, le code du patrimoine, du coup, dit bien que ça appartient à l'État, contrairement au reste du mobilier. Donc là, on était vraiment bien sur la protection, mais on a voulu aller plus loin. Donc je vous l'ai dit pour les caractères financiers, un caractère également technique et scientifique, parce que c'est vrai que d'avoir l'expertise des collègues de la CRMH, c'est très important pour avoir une vision aussi générale sur la région. Et puis, c'est aussi symbolique, je pense aussi, par rapport aux élus, de dire que c'est protégé au titre des monuments historiques. Alors, dans la catégorie mobilier, ça veut dire aussi intégrer la base de données, que je ne me trompe pas, c'est pas d'ici. Et puis, plus tard, si on arrive à trouver un musée qui est intéressé, ce qui est en bonne voie, je vous rassure, on attend les élections municipales, forcément. Je n'arriverai pas à pas dévoiler. Donc après, ça pourra passer dans, j'espère, une collection au Musée de France. Et là, il y aura encore une protection, on va dire, encore plus importante. Merci. Merci pour ces échanges. Donc là, il est l'heure de la pause. Donc vous allez pouvoir regagner l'entrée du musée et vous aurez à disposition des boissons chaudes. Et n'hésitez pas à profiter de ce moment pour échanger avec les intervenants, pour celles et ceux qui n'ont pas pu poser les questions. Et enfin, reprise à 11h30. Reprise à 11h30. Merci.
veux répondre?